Oui, Aurélien Saint-Toul. Oui, bon, je crois qu'il n'y a pas de débat entre nous sur le rapport qu'on a à la violence. On l'exclut totalement du débat public. Ça n'est pas une ressource possible. Dans le cas de la France Insoumise, nous sommes un mouvement particulièrement ciblé en réalité, et on a, je crois, un ratio très élevé en réalité du nombre de députés qui ont été victimes de menaces de mort. Oui. Vous connaissez tous le cas de Jean-Luc Mélenchon qui carrément a fait l'objet réellement d'un projet d'attentat, d'attaque. Il était ciblé en même temps que Christophe Castaner à l'époque. Je crois que c'est quand même ce qui est important, c'est de voir la part de l'extrême droite. Je pense qu'il faut avoir le courage de regarder cette réalité en face. Oui. Comme vous le savez, je suis membre de la commission de la défense nationale, et donc c'est des sujets qu'on traite aussi. Et si vous interrogez la DGSI, vous savez que parmi les objets de préoccupation du renseignement intérieur, il y a la part de la menace de ce qui s'appelle l'ultra-droite. Et elle est prépondérante. Oui, elle est prépondérante, ça, tout le monde le sait, et tout le monde le souligne à juste raison. Mais Aurélien Saint-Toul, j'ai quand même une question directe, vous savez que j'aime bien. Est-ce que la teneur des débats à l'Assemblée nationale, et les invectives, et parfois les menaces qui sont proférées, je ne vais pas parler de votre cas particulier, mais vous avez proféré des menaces. Vous êtes excusé. Vous avez traité le ministre d'assassin. C'est pas une menace. Non, c'est pas une menace. Non, c'est traité le ministre d'assassin. Bon, mais vous êtes. Attendez, il s'est excusé et il a regretté. Et Aurélien Saint-Toul a regretté son mot. Mais est-ce que le spectacle que donne tout le monde, à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas les seuls à être mis en cause, que donne tout le monde. Est-ce que ce spectacle-là n'encourage pas je sais pas moi, des débordements chez nos concitoyens ou pas? Ou ça n'a rien à voir? Moi je crois que c'est exactement l'inverse en réalité. S'il y a dans l'espace public un lieu comme l'Assemblée nationale où la controverse et même la polémique s'expriment avec des mots, c'est précisément pour ne pas avoir à passer à des gestes ou à des actes. Oui. Donc vous savez, il y a on dit du théâtre la tragédie, je pense de l'être, qu'elle exprime une catharsis, qu'elle permet de se purger. C'est-à-dire qu'on peut exprimer sa violence par les mots, on peut éprouver des passions dans un lieu précis, circonscrit, et que c'est la condition, c'est un des moyens pour que la violence ne s'exprime pas dans la société par des actes violents. Je crois que réellement, l'Assemblée nationale, c'est ce lieu où la polémique peut s'exprimer et permettre d'être une forme de soupape. Vous êtes d'accord? Demain, nous serons le 24 février 2023. C'était le 24 février 2022. La Russie envahissait l'Ukraine. Aux Nations Unies, il y a aujourd'hui débat et il y a vote sur une nouvelle résolution. Que dit le secrétaire général de l'ONU? L'invasion russe est un affront à notre conscience collective. C'est ce qu'il a dénoncé ce matin. Alors, 193 pays à l'ONU, vous le savez, il y aura un vote. Un vote sur quoi? Sur une résolution. Que demande cette résolution? De parvenir à une paix globale, juste et durable. C'est ce qui est dit dans cette résolution. Attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, retrait immédiat des forces russes et cessation des hostilités. Évidemment, les Russes contestent cette résolution, voteront contre. Que pensez-vous de cette résolution? Alors je fais Aurélien Saint-Toul. Est-ce qu'elle vous paraît? Est-ce qu'il faut la voter? Est-ce qu'il faudrait la voter? Est-ce que la France doit la voter? Les termes que vous venez de citer ne posent évidemment pour nous aucun problème. Ils justifient qu'on les vote. De toute façon, d'une manière générale, en agressant l'Ukraine, la Russie a mis bas ou a violé tous les tabous du droit international, ou tous les interdits du droit international. Donc il est important que l'ONU manifeste sa désapprobation totale et claire. Moi, sur les termes de la résolution, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Charles Rodwell, je partage cet avis. Bon, alors moi, est-ce que vous avez lu la tribune du philosophe allemand Jürgen Habermas dans Le Monde hier? Si vous l'avez lu, je trouve que c'est formidable comme réflexion. On n'est pas là pour dire si on est pour ou contre ses conclusions, d'ailleurs. C'est surtout de la réflexion. Il dit, je résume, si l'Ouest a de bonnes raisons de livrer des armes à l'Ukraine, il en résulte une responsabilité partagée dans le déroulement de la guerre, dans le déroulement futur de la guerre. Vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons aussi la responsabilité d'essayer de préparer une éventuelle paix. Non, c'est un sujet compliqué parce que je crois que un responsable politique français ne devrait pas accepter d'emblée de penser le monde en termes de camp occidental ou oriental. Voilà.
Donc ça, c'est la première des précautions, à mon avis, il faut prendre. Ça ne signifie pas pour autant qu'aujourd'hui, il n'y a pas une forme de coalition au soutien de l'Ukraine, et que. Mais je crois que les mots sont importants et que Habermas aurait à tort, en l'occurrence, de parler d'Occident face à une espèce d'Orient que serait la Russie. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, dans la mesure où nous avons décidé d'apporter un soutien clair à l'Ukraine, nous avons aussi une forme de responsabilité à travailler à la résolution du conflit. Donc, de ce point de vue-là, en revanche, je donnerai mon accord à Habermas. Maintenant, il faut définir les termes, et il est clair qu'il y a un droit imprescriptible d'un peuple à se défendre. Et dans ce cas précis, il est évident que nous n'avons pas toutes les cartes en main pour définir quelles sont les conditions de la paix. Oui, aujourd'hui. Aurélien Saint-Toul. Alors, moi j'ai des réserves vis-à-vis de ce que viennent de dire mes deux collègues. D'abord sur la notion de combat des démocraties. Je crois que c'est une façon exagérée, voire un peu un slogan, parce que il n'y a pas d'un côté le régime autocratique de Vladimir Poutine, un régime impérialiste, je dirais, et de l'autre côté la défense de nos démocraties plus ou moins éclairées, évidemment. Je crois qu'il y a un risque à formuler les problèmes en termes de régime et de camp du bien et du mal, d'une certaine façon. On va vers la simplification, et il y a un danger analytique, on parle pas de la bonne chose, et puis il y a un problème de crédibilité internationale, parce que évidemment nos propres pays, la France mais bien d'autres, nos alliés, sont loin d'être exempts de reproches dans leurs alliances avec des dictatures, ou dans le passé, ou leur intervention dans le passé, etc. Donc je crois qu'il faut être prudent quand on emploie ce genre d'expression, parce que on prête le flanc à des critiques qui seront fondées, légitimes, sur la scène internationale, et qui nous affaiblissent durablement. Et on le voit, quand on parle de résolution à l'ONU, la question qui va se poser, c'est qui va la voter, pourquoi, et est-ce que nos amis, y compris de démocratie, disons des démocraties imparfaites ou incomplètes ou jeunes, sont prêts à ne pas voter ces résolutions. Il faut se garder donc de trop schématiser. Et puis de la même façon, bon, c'est peut-être un point de détail, mais Charles Rodwell nous parle de souveraineté nationale millénaire. Quand on parle d'Europe, je dis non, du point de vue analytique, on n'est pas juste là. La Pologne, ce n'est pas un pays qui a une souveraineté nationale millénaire. Voilà, donc il faut se garder de schémas, même l'Allemagne, l'État-nation allemand, c'est une création du 19e siècle. Non, moi je voudrais répondre sur ce point. Il faut se méfier et pas aller. C'est un peu facile, quoi. Et je crois vraiment que la coopération entre les pays européens est une condition absolue pour atteindre ce degré d'indépendance. Condition absolue, Aurélien Saint-Toul ? Là, on a un sujet vraiment intéressant et qui peut nous rapprocher. On en avait déjà parlé sur votre plateau, on avait parlé des GAFAM et du risque que représentaient les GAFAM pour la souveraineté des États. Je crois qu'on a un point qui peut nous faire converger. Je serais un peu plus prudent. Moi, je travaille par exemple sur la guerre des fonds marins et sur le sabotage des câbles. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui est important, qui intéresse. Il y a un enjeu de coopération. De là à dire que c'est un enjeu de souveraineté au niveau européen, là, je ne vais pas être d'accord. Je crois que la souveraineté, elle se pense au niveau national, qu'il y a un enjeu de coopération, mais qu'il faut aussi, du coup, ne pas nourrir d'illusions à l'égard de nos amis, et en particulier américains, ne pas s'imaginer que les GAFAM sont nos amis. Et vous voyez, aujourd'hui, on apprend par exemple que Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, a reçu la Légion d'honneur du président de la République, en toute discrétion. Là, il me semble qu'il y a une espèce de deux poids, deux mesures, ou en tout cas, il y a une incohérence dans le propos global chez LREM. Franchement, voilà. Non, que Jeff Bezos reçoive la Légion d'honneur discrètement. Alors il y a plusieurs points. D'abord sur l'idée que l'article 2 là qui porte sur l'index senior, je reviendrai dessus, arrive au Sénat. Ce qui est manifeste, et ce que Charles Rodwell ne veut pas dire, c'est que le gouvernement, en choisissant cette procédure du 47.1, d'une part a montré que c'est en fait un 49.3 déguisé, donc que l'Assemblée ou le Parlement n'a pas la main. Et c'est une façon de c'est un passage en force assumé, d'ores et déjà. Donc, il n'est pas vrai que la décision se fera à l'Assemblée ou au Sénat. En réalité, le gouvernement a l'intention de prendre des ordonnances si le temps est épuisé. Je rappelle ce qui va se passer. Le texte va être débattu au Sénat. Ensuite, il y aura une commission mixte paritaire. Absolument. Et ensuite, le texte reviendra à l'Assemblée nationale. Bon, et puis nous verrons, quoi. Alors, oui et non, parce qu'en fonction du délai, le gouvernement aura la possibilité de prendre des ordonnances. 50 jours en tout.
l'indépendance. tout, hein. Et ce qui est important, combien, 26 mars, c'est ça, non? C'est ça. 26 mars. Ce qui compte, c'est que sur cette procédure, oui. Je reviens quand même dessus, c'est que le gouvernement a choisi de présenter au Sénat non pas le texte tel qu'il a été évoqué à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire privé de l'article 2. Il a mis devant le Sénat le texte initial avec quelques-uns des amendements qui ont été acceptés. Mais il a remis l'article 2. Mais nous verrons ce que dira le Sénat. Ça prouve bien. Ce qui est quand même important, c'est que le gouvernement s'assoit sur les délibérations de l'Assemblée nationale. Mais le Sénat existe aussi, Aurélien Saint-Aulge. Mais bien sûr. Mais il a le devoir aussi d'amender le texte, de modifier le texte. Mais si le Sénat avait la volonté de réintroduire l'article 2, les sénateurs du groupe LREM auraient la possibilité de le faire par eux-mêmes. Le gouvernement a choisi de considérer que la version de travail, c'est celle qui compte l'article 2. Mais tout ça, c'est un peu... Donc ça, moi, j'aimerais juste qu'on revienne sur la version de travail. Mais non, mais c'est important parce que si on nous explique qu'on voulait débattre... Nous aurions aimé débattre... Alors, tout le monde voulait débattre, et finalement, il n'y a pas eu de débat. Vous voyez que les dés sont pipés. Alors, oui, les dés sont pipés. Mais moi, je me mets à la place... Pardon, je me mets à la place... Vous croyez vraiment qu'il y a eu un débat à la hauteur des enjeux, Aurélien Saint-Aulge ? À la hauteur, franchement. Vraiment ? Est-ce que le débat était à la hauteur ? Alors, moi, ce que je vous dis, c'est vendredi soir, les images. Le cœur de la réforme, c'est le passage de 62 à 64 ans, et ça, tout le monde l'a compris. Ensuite, si vous rentrez dans le détail... Vous n'avez pas parlé à l'Assemblée. Bien sûr que si. Il a fallu acculer... L'article n'a pas été débattu. Écoutez, tout le monde comprend que c'est l'enjeu central, et c'est la raison pour laquelle l'intersyndicale, la totalité des syndicats de ce pays, demande le retrait global du texte. Bon, attendez. Mais le deuxième point, c'est que en réalité, je vous ai dit, ces débats ont apporter quelque chose. Parce que vous n'êtes pas dans un hémicycle, dans une conversation entre deux personnes de bonne volonté. Nous avons eu la nécessité d'exercer une forme de pression sur le gouvernement pour lui faire dire la vérité. Et il a fallu ces 10 jours pour lever ces différents lièvres qui sont décisifs. Le troisième point, c'est qu'on peut arguer que les syndicats sont ceci ou cela. La réalité, c'est qu'ils demandent, tous et sans exception, le retrait du texte. Donc, la première des choses à dire, c'est qu'il faut retirer ce texte. Et là où je suis d'accord avec mon collègue Pancher, c'est de dire, encore une fois, que la responsabilité totale est dans le camp d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, qui ont choisi un texte et une procédure de passage en force, le 47.1, que, en plus, ils ont choisi un véhicule législatif, un type de texte qui n'est pas constitutionnel. C'est quand même pas un petit sujet de nous expliquer que nous bloquerions la démocratie, alors que l'exécutif ne respecte pas la Constitution. Il y a des choses avec quoi je suis d'accord de mon collègue. Oui, ça on a compris. D'abord, d'accord sur le retrait. Mais d'abord, pour dire que le RN n'a rien fait, je pense que c'est une bonne chose, que Elisabeth Borne a dit dès le début que rien n'était à discuter. Donc aujourd'hui, qu'on arrive en nous expliquant on voulait débattre, etc., ça me paraît de l'hypocrisie. Troisième point, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec le cœur de la réforme, il ne faut pas imaginer que on vient là pour discuter du sexe des anges. La réalité, c'est que l'enjeu, c'est le retrait, et que vous compariez la pénibilité au sexe des anges. Non, mais je vois bien que c'est une dimension. Non, vraiment. Le retrait ne s'obtiendra que par la mobilisation sociale. Le 7 mars, il y a un appel à bloquer. Nous y participons et nous l'obtiendrons. Votre débat à l'Assemblée nationale n'a servi à rien. Quant à savoir, il n'a servi à rien. Mais c'est le choix du gouvernement. C'est le choix du gouvernement de dire que c'est un choix collectif. Je crois qu'il n'y a pas un seul auditeur qui est d'accord avec ce que vous dites. Peut-être, mais les auditeurs mais le gouvernement a choisi qu'en 10 jours, on plierait cette affaire, et que si ça n'était pas plié en 10 jours, il reprendrait la main.